Caméra 13, hein. Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Ce soir, le monde a compris qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Les images de l'un des plus grands hôpitaux d'Israël, bombardé ce matin par l'Iran, regardez, ont fait le tour du monde. Plus d'une vingtaine de missiles balistiques ont frappé. L'un d'eux a touché ce bâtiment où une partie des ex-otages du Hamas sont pris en charge. Comment expliquer que le bouclier israélien n'ait pas empêché une telle attaque? Y a-t-il une faille, des failles dans le dôme de fer? C'est ce que nous verrons, carte et images à l'appui, avec le colonel Goya dans un instant. Les Israéliens organisent désormais une riposte sans merci. Une opération terrestre, donc au sol, pour détruire ce site nucléaire ultra secret de Fordo, construit en profondeur dans les montagnes et planifié par un commando d'élite, alors que les États-Unis pourraient eux-mêmes frapper ces installations ultra stratégiques. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait donné hier soir son aval au plan d'attaque américain contre l'Iran, une intervention qui pourrait changer le cours de la guerre. Nous verrons où et quand les Américains pourraient frapper. Hôpital bombardé, jusqu'où ira la vengeance d'Israël? C'est la question du grand dossier ce soir. Personne ne sera épargné, promet Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Nous touchons avec précision des cibles militaires identifiées et eux ciblent un hôpital. J'ai donné l'ordre que personne ne soit épargné. Il faut choisir les mots précisément pendant une guerre. C'est ce que je m'impose, à moi et aux autres ministres. Parler peu, mais agir. L'hôpital avait reçu l'ordre d'évacuer, car les renseignements israéliens savaient que l'Iran allait frapper là. Mais l'onde de choc a été si violente que des patients déplacés ont quand même été blessés. Plus d'une vingtaine de missiles balistiques ont frappé Israël ce matin et l'un d'eux a touché ce bâtiment hospitalier à Beersheva. Regardez. Un crime de guerre, dénonce le gouvernement israélien. Partons tout de suite dans le sud d'Israël. Nos équipes, vous le savez, sont partout où le conflit se joue. Retrouvons Thomas Misraki avec Thibaut Bruck en direct de Beersheva. Bonsoir Thomas, merci d'être avec nous en direct. C'est une frappe qui a sidéré tout le pays. Oui, effectivement, et pour plusieurs raisons. D'abord, je vais vous montrer les images de ce qu'il reste du bâtiment qui a été frappé ce matin aux alentours de 7h30. Je vais demander à Thibaut Bruck de monter sa caméra et de vous montrer les dégâts très impressionnants après cette frappe. Selon les autorités militaires israéliennes à qui nous avons parlé aujourd'hui, eh bien, le missile qui a frappé ici contenait environ 1 tonne d'explosifs. 1 tonne d'explosifs. Le résultat, vous l'avez devant les yeux, évidemment. C'est un coup dur pour les Israéliens, d'abord évidemment parce que cet hôpital, c'est le deuxième plus important du pays. C'est aussi un hôpital symbolique pour Israël parce que de très nombreuses victimes du 7 octobre ont été soignées ici. De très nombreuses victimes de ce qui s'est passé le 7 octobre ont décédé ou sont décédées dans cet hôpital et leurs portraits ornent toujours le hall d'entrée de l'hôpital où nous nous trouvons. Enfin, bien sûr, cet hôpital, il continue de soigner des soldats israéliens
israélien et c'est l'une des raisons invoquées par l'Iran pour la frappe du jour. Évidemment, cet hôpital serait une cible militaire. Ce n'est pas un hôpital militaire. Il y a une maternité ici, il y a de nombreux services et l'immeuble qui a été touché, le dernier étage de cet immeuble était en fait un centre de soins pour les opérations. Voilà, donc les opérations chirurgicales. Donc le choc, il est immense ici. Le petit miracle, pardonnez-moi cette expression, c'est que vous le voyez. Je vais vous montrer, je vais demander à Thibaut de vous montrer l'état de l'hôpital. Il n'y a eu aucun blessé ici, aucun blessé. Beaucoup de personnes choquées, mais aucun blessé pour la simple et bonne raison eh bien que les patients et le personnel qui étaient dans les étages supérieurs du bâtiment qui a été frappé ont été évacués hier soir suite aux menaces de l'Iran. Mais un docteur à qui nous parlions aujourd'hui nous disait qu'il n'avait jamais connu ça, jamais connu une frappe d'une telle intensité. Voilà ce qu'il s'est passé ici aujourd'hui. Pas de blessés bien sûr dans cet hôpital, mais des blessés il y en a eu en Israël aujourd'hui près de 80 et parmi lesquels 6 ce soir sont entre la vie et la mort. Merci beaucoup Thomas Misraki pour ces précieuses remontées de terrain avec Thibaut Bruck en direct de Beersheva dans le sud d'Israël. Allons plus loin dans le grand dossier et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir Marie. Consultant militaire pour LCI. Margot Haddad, bonsoir. Bonsoir Marie. Éditorialiste internationale pour LCI et présentatrice. Vous connaissez parfaitement la région et votre regard nous sera précieux. Samantha de Benderne, bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et ancien officier politique de l'OTAN. Colonel, cette frappe sur un hôpital civil, est-ce que c'est le point de non-retour pour Israël ? C'est en tout cas un événement extrêmement grave. Alors, il n'est pas évident que cet hôpital ait été ciblé en soi. On est sur des missiles qui sont après tout assez peu précis. Donc il y a un tir de zone, il a peut-être été dévié. Ce que l'on voit sur les images, c'est qu'a priori, il a explosé en l'air. Je ne vois pas de cratère, donc c'est explosé un petit peu en altitude. Donc tous les dégâts que l'on voit sont l'effet d'un souffle. S'il y avait effectivement une tonne d'explosifs, vous avez un souffle absolument phénoménal qui a complètement éclaté tout ce qu'il y avait autour. C'est pour ça que vous avez l'étage supérieur qui est écrasé, etc., que toutes les fenêtres sont éclatées. Donc oui, c'est grave malgré tout, parce qu'évidemment, c'est un hôpital qui a été frappé. Alors les Iraniens peuvent essayer de se rattraper en disant que... et c'était un peu l'argument d'ailleurs de tous les terroristes, de dire non mais Israël, de toute façon, tout le monde est militaire en Israël, donc il n'y a pas de distinction entre cibles civiles et militaires. Et puis deux, particulièrement cet hôpital qui est près de Gaza, il servait aussi à soigner les soldats israéliens qui ont été engagés à Gaza. Donc, Colonel, je veux juste rebondir sur ce que vous voulez dire. Vous envisagez la possibilité que cet hôpital n'était pas la cible principale de l'Iran, qui affirme ce soir que la cible était en réalité une base militaire et de renseignement israélienne qui se trouve seulement à 1 kilomètre de l'hôpital Soroka. Oui, je ne l'exclus pas. Effectivement, on n'est pas sur des engins... Alors, je ne sais pas quel est le missile qui a été utilisé, mais on n'est pas sur des engins qui sont extraordinairement précis. Vous savez, on calcule, on appelle ça un écart circulaire probable. Ça mesure la précision d'un projectile. C'est en gros le rayon d'un cercle où il y a une chance sur 2 pour que ça tombe, que le projectile tombe. Des missiles comme ça, c'est un écart circulaire probable de disons, 300 mètres à peu près, voire plus parfois. Donc, en gros, il y a une chance sur 2 que ça tombe au-delà de 400 mètres, du 500 mètres de l'objectif visé. Et dans ce cas-là, on ne se trouve pas très loin de celui qui était annoncé par les Israéliens. De toute façon, on est sur des choses qui sont... Allez, en réalité, on tape en pleine ville. Il faut quand même... Oui. Quand vous tapez au milieu d'une ville, oui, a priori, vous avez quand même de bonnes chances de toucher sur quelque chose qui n'est pas un objectif militaire. Il faut être clair. De toucher les civils. Margot, est-ce la frappe de trop, si je puis dire, qui fait que désormais, tous les verrous vont sauter et que Israël va mener une riposte sans merci? En tous les cas, c'est très choquant. C'est-à-dire que la ville de Beersheva est habituée aux attaques au couteau, par exemple. C'est là où il y a un taux de criminalité le plus fort en Israël, sur le territoire israélien. C'est aussi à la frontière avec la Cisjordanie. Donc il y a beaucoup de tensions, mais c'est aussi une ville assez paisible où la communauté juive orthodoxe cohabite avec la communauté arabe. C'est un peu le cas, par exemple, dans la ville de Haïfa également, où il y a
une véritable mixité sur le territoire israélien. Donc ils sont habitués à de la criminalité, aux attaques au couteau, mais pas forcément à avoir des frappes aussi fortes dans cette ville-là. Pour rebondir sur ce que disait le colonel Goya, sur la superficie d'Israël, la fenêtre de tir ou la possibilité de ne pas avoir la bonne cible, entre guillemets, elle est très forte. C'est-à-dire qu'Israël est un tout petit pays. Donc, même si la cible avec des missiles iraniens qui ne sont pas forcément interceptés par le dôme de fer, il y a aussi une trajectoire qui est extrêmement imprévisible. Et donc, vous avez cette possibilité, même si vous avez des alertes, et donc c'est là où les Israéliens ont un système d'alerte bien organisé et qui permet notamment aux civils de sortir le plus vite possible ou d'aller dans les abris, eh bien, vous avez cette possibilité de frapper une cible civile. Et là, forcément, dans l'inconscient des Israéliens, c'est aussi la possibilité de continuer, en tous les cas, l'opération des Israéliens en cours sur l'Iran. Ça donne une raison de plus de continuer sur le long terme cette opération-là. Samantha de Benderne. Oui, je partage les deux analyses. Alors, il faut souligner le fait que les patients avaient été mis à l'abri parce qu'on s'attendait à des frappes. Le fait de s'attendre à des frappes peut aussi être expliqué par le fait que l'hôpital était près d'un site militaire. Mais depuis 3 ans et demi maintenant, sur les plateaux, depuis que les 2 guerres ont commencé, celle en Ukraine et celle à Gaza, on voit des frappes sur les hôpitaux sans cesse. On se dit toujours que ça va être la frappe de trop. Je rappelle quand même que cette semaine, Kiev a connu une des frappes les plus violentes depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, on dénombre 29 morts. Pas un mot de la communauté internationale, pas un mot des médias. Tout est concentré là-dessus. Donc j'espère qu'en Israël, ça va aussi être mis en perspective. Mais vu la montée du langage, la montée des tons, je pense que ça va être utilisé comme un prétexte pour frapper encore plus fort en Iran. Les images que nous avons en direct grâce à nos envoyés spéciaux sur place nous montrent l'ampleur des dégâts, mais les dégâts auraient pu être encore plus graves. Écoutons ce que dit le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, au micro de Thomas Misraki et Thibaut Bruck. Heureusement, hier soir, les chefs de clinique et les médecins avaient décidé d'évacuer les malades à cause de la situation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a évité un massacre où peut-être entre 600 et 1000 personnes auraient pu être touchées, blessées, voire tuées par cette frappe extrêmement importante d'un missile balistique iranien. Oui, un massacre a été évité, mais la défense israélienne n'a pas empêché tous les missiles balistiques iraniens d'atteindre évidemment le territoire de l'État hébreu. C'est ce que nous allons voir, carte et images à l'appui, avec le colonel Goya. Comment expliquer justement que le bouclier n'ait pas empêché une telle attaque? Alors regardons d'abord ces images dans le ciel israélien, car l'Iran a lancé une salve d'environ 20 à 30 missiles balistiques, provoquant plusieurs impacts dans une zone urbaine, donc où se trouvaient des civils, avec, nous dit l'armée israélienne, l'un des missiles qui a frappé la région, qui contenait des munitions dispersées, ça veut dire plusieurs petites bombes à une altitude d'environ 7 km. Donc on voit bien que ces missiles ont été lancés pour faire d'énormes dégâts. Alors, si les frappes ont été relativement contenues, on voit bien que la défense israélienne n'a pas tout intercepté. Alors pourquoi? On va regarder un schéma. On vous parle beaucoup, évidemment, du dôme de fer, hein, mais pour être très très précis, ce n'est pas le dôme de fer, ici, qui protège de tout. Colonel, oui. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors effectivement, c'est un système de défense, on appelle ça multicouche, mais c'est pratiquement le cas dans tous les systèmes de défense des pays, de tous les pays. Hein. En Ukraine, on a sensiblement des choses à peu près équivalentes. Particularité effectivement d'Israël, ce que vous avez un système, je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, qui est destiné uniquement à intercepter les roquettes, donc des choses qui vont à quelques dizaines de kilomètres simplement. Donc ça vient de Gaza, ça vient de Liban, mais ça vient pas d'Iran, donc oui. C'est pas fait pour ça.
c'est fait pour des petits projectiles. Et c'est, au passage, extrêmement difficile de le faire. Ensuite, il y a un événement considérable en Israël, c'est en 1990, la guerre du Golfe. Israël n'avait aucune défense comme ça, et l'Irak de Saddam Hussein a lancé 40 missiles balistiques potentiellement chimiques sur Israël. Et Israël, à ce moment-là, n'avait aucun moyen de défense contre ces missiles. Donc ils ont subi, ça a été un vrai traumatisme, et depuis cette époque, ils se sont dit plus jamais, et on va construire un barrage, un bouclier de défense qui va nous protéger de ça. Et donc actuellement, donc il y a eu toute une série de missiles patriotes dont on parle beaucoup en Ukraine, par exemple, qui sont toujours d'ailleurs utilisés dans ce système, etc. Puis les Israéliens ont leur propre technologie en la matière. Et donc, ils ont notamment établi 2 couches hautes, ce qu'on appelle la fronde de David. Donc ça, c'est la couche la plus basse, qui intercepte notamment les missiles de croisière. Vous savez que l'Iran peut envoyer 3 types de projectiles sur Israël. Les drones, bon, on en reparlera, ça peut être intercepté par des hélicoptères, par des avions, etc. Des missiles de croisière, donc ces missiles qui volent bas, qui volent relativement lentement, et comme ils viennent de loin, on a le temps de les repérer, et ces missiles, ils sont interceptés par la fronde de David, ainsi que des missiles balistiques. Alors, les missiles balistiques, eux, vont dans le ciel, et plus ils vont haut, plus ils prennent de la vitesse, et plus ils sont difficiles à intercepter. Donc la fronde de David, c'est le système intermédiaire qui intercepte aussi ces missiles qui viennent le moins loin. Et les plus dangereux, ce sont évidemment les missiles balistiques à très grande vitesse qui vont très haut dans le ciel. Alors, il y en a de différents types, on a évoqué certains qui sont maintenant ce qu'on appelle mirvés, c'est-à-dire qu'ils ont des mirves, ils ont plusieurs têtes. Donc évidemment, quand ça arrive dans le ciel, que vous avez non plus une tête, mais 3 à intercepter, ça devient évidemment beaucoup compliqué. Certains sont très rapides. Les Iraniens se vantent de disposer de la technologie hyper véloce, c'est-à-dire non seulement très rapide, mais en plus manœuvrable, ce qui évidemment les rend encore plus difficiles à intercepter. Et pour ça, vous avez donc le système O israélien qui est le plus sophistiqué, missile Arrow, c'est-à-dire flèche, ou Hertz en hébreu. Et les Américains, qu'il ne faut quand même pas l'oublier, participent à la défense du ciel avec au moins une batterie, peut-être 2, de THAAD. Je rappelle que le THAAD, c'est utilisé, notamment aux États-Unis, pour intercepter les missiles intercontinentaux nucléaires. Et donc, ils sont là pour frapper au-delà de l'atmosphère. C'est-à-dire que là, 100 km, 150 km, on est dans le vide. Et puis 100 km en altitude, et c'est à peu près autant en largeur. Donc, on tape très loin quand même d'Israël. Donc là, colonel, vu les missiles balistiques qui ont été lancés ce matin, c'est ce système qui était censé intercepter ces missiles. Tout à fait. Alors attention, c'est très sophistiqué, donc accessoirement ça coûte très cher, et donc il n'a pas non plus des quantités phénoménales, mais c'est encore une fois, c'est très sophistiqué. Nous, Français, on n'a pas l'équivalent, par exemple. On n'a pas l'équivalent en France. Non. Mais comme tout le système, il faut bien comprendre que c'est pas infaillible. Infaillible, c'est pas à 100%. Ce qu'il faut noter, ce qui est le plus étonnant, c'est que justement, ils arrivent à intercepter quasiment 90% des missiles, et ça, c'est une vraie performance en réalité. Maintenant, oui, quand vous lancez des salves, mécaniquement, surtout les salves les plus rapides, les plus modernes, d'où ces engins que j'ai évoqués, vous avez forcément un qui passe, et quand vous avez un missile balistique avec une tonne d'explosifs qui passe dans un petit pays comme Israël, qui tape dans des zones urbaines, forcément, vous faites des dégâts. Et donc, on a vu ce système de défense. Puis il y a un deuxième qu'il ne faut quand même jamais oublier, c'est la défense civile. C'est-à-dire que les Israéliens sont quand même très bien organisés, avec un système d'alerte, de protection, qui fait que même si ça passe, on arrive un peu à limiter les dégâts, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir très concrètement, parce qu'on parle du dôme de fer, ça peut paraître un petit peu énigmatique. Là, on a fait un schéma. Donc là, il y a des radars qui repèrent le missile avant de frapper, colonel. C'est ça. Alors, il y a une deuxième date importante dans l'histoire d'Israël, c'est 2006, c'est la guerre contre le Hezbollah. Donc, dans un premier temps, je l'ai dit, ils ont mis en place leur système de défense du ciel très sophistiqué, puis ensuite ils sont aperçus, notamment en 2006 contre le Hezbollah au Liban, que le Hezbollah était capable d'envoyer 4000 roquettes sur le nord d'Israël, et que les Israéliens, c'est tout petit ces engins, c'est des roquettes, c'est éventuellement même des obus, des mortiers, enfin des trucs qui vont pas très loin, qui sont assez rudimentaires, mais c'est tout petit et c'est très près, il y a quelques minutes de vol. Donc c'est très difficile à intercepter.
encore une fois, nous non plus, nous ne sommes pas capables de le faire. Et donc, après la guerre de 2006, les Israéliens ont remis sur l'atelier un vieux programme qui est le programme d'hommes de fer. Effectivement, ils ont réussi, techniquement c'était assez prouesse, alors financé par les Américains, aidé par les Américains, il ne faut pas l'oublier, à mettre en place un système qui est assez unique au monde pour l'instant. Alors vous voyez les 3 éléments. Alors le premier élément, c'est un radar, bon, c'est assez classique, qui repère les plus d'objets. Vous avez les missiles qui vont les intercepter, et ce qu'il y a entre les deux, c'est le plus intéressant, c'est le calculateur. Donc que fait cette machine? Ici. Voilà, il regarde tout ce qu'il y a dans le ciel, donc généralement il n'y en a pas qu'un, voilà, il n'y a pas qu'un objet, mais il y en a plusieurs qui sont arrivés en même temps. Il calcule leur trajectoire. Et il met de côté celles qui tomberont dans le vide, parce que c'est pas très précis ces trucs, donc celles qui tomberont sur rien, et donc là il les ignore, et il donne des ordres aux missiles qui iront taper sur uniquement ceux qui sont dangereux, parce que là aussi il n'y a pas non plus, ça coûte cher d'utiliser des missiles sophistiqués pour frapper des roquettes à très bas coût, et il n'y a pas non plus une quantité illimitée, donc on sélectionne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on calcule vraiment la trajectoire de la menace, et on ne tape que ceux qui sont véritablement dangereuses. Là aussi, ça ne marche pas à 100%, mais c'est quand même redoutablement efficace. Ah bah on voit, grâce à vous, concrètement, comment fonctionne le dôme de fer. Vous restez avec nous, évidemment, colonel, et vous qui nous regardez en direct dans le grand dossier, car Israël organise désormais une riposte sans merci, une opération au sol en Iran pour détruire le site nucléaire de Fordo, construit en profondeur dans les montagnes iraniennes et planifié par un commando d'élite. Où et quand Israël pourrait frapper, c'est ce que nous verrons. Et on parlera également des États-Unis, car Trump aurait validé hier soir des plans d'attaque américains contre l'Iran, une intervention qui pourrait changer le cours de la guerre. C'est ce que nous verrons avec Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, qui va nous rejoindre. A tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Hôpital bombardé, jusqu'où ira la vengeance d'Israël ?» Après la frappe qui a en partie détruit l'un de ses plus grands hôpitaux, Israël met au point, grâce à un commando d'élite, une opération au sol en Iran pour détruire le site nucléaire ultra stratégique de Fordo, construit en profondeur dans les montagnes, alors que les Américains eux-mêmes pourraient frapper ces installations stratégiques. Une intervention qui pourrait changer le cours de la guerre. Nous posons la question à Gérard Longuet, bonsoir, qui nous a rejoint, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous dans le grand dossier. Avant de vous entendre, voici les principaux titres de l'actualité. À la une, à l'heure où un nouveau cap a été franchi dans cette guerre entre l'Iran et Israël, le Quai d'Orsay invite les Français souhaitant quitter l'Iran à partir d'aujourd'hui de passer via l'Arménie ou la Turquie, idem pour Israël, où vivent 150 000 Français. Ceux qui souhaitent partir sont invités à passer par l'Égypte ou la Jordanie. Demain, un avion sera affrété depuis Amman pour faciliter le retour des Français les plus vulnérables. Pendant ce temps, faut-il y voir la preuve d'une avancée sur le front du conflit en Ukraine? Pour la première fois, Vladimir Poutine déclare qu'il est prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais seulement si c'est la dernière étape des pourparlers, explique le président russe. Enfin, ce rebondissement dans l'affaire du petit Grégory. Aujourd'hui, la grande-tante de l'enfant qui a été retrouvé noyé et ligoté dans la Vologne doit être convoquée devant la justice en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Dans un communiqué, Jacqueline Jacob, aujourd'hui âgée de 80 ans, réaffirme sa totale innocence 40 ans, plus de 40 ans après le meurtre du petit garçon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20 sur LCI. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question. Hôpital bombardé, jusqu'où ira la vengeance d'Israël? On en parle avec le colonel Michel Goya, avec Margot Haddad, Samantha de Bendern et évidemment Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, qui nous a rejoint
rejoint. Dans un instant, nous allons vous parler de cette opération au sol en Iran qui est mise au point par un commando d'élite pour détruire le site nucléaire de Fordo. Mais d'abord, partons sur le terrain du conflit. Retrouvez nos envoyés spéciaux Thomas Misraki avec Thibaut Bruck. Thibaut, vous êtes monté tout en haut de l'hôpital, du bâtiment qui a été frappé ce matin. Vous pouvez m'appeler Thomas, Marie, ça me fera plaisir aussi. Voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé ici ce matin et les conséquences évidemment du missile. Ça, ce sont les pompes hydrauliques des ascenseurs, d'une partie des ascenseurs de cet hôpital et vous voyez, la salle a été complètement dévastée. Je vais demander à Thibaut de vous montrer là où le missile a frappé, littéralement. C'est donc au 6e étage du bâtiment, d'un des bâtiments de cet hôpital. Le missile en question transporté selon les autorités militaires israéliennes une tonne d'explosifs et vous le voyez, les dégâts sont considérables. Tout a été pulvérisé, tout est détruit. Il y avait ici des laboratoires, des espaces de chirurgie aussi. Ce bâtiment a été entièrement détruit. Les 6 étages le sont. On ne peut pas s'avancer plus parce que si on avançait sur cette partie du bâtiment, eh bien les choses ne sont pas stables et on risquerait de tomber. Il y a donc ici qui nous accompagne du personnel de sécurité de l'hôpital. Mais vous le voyez, les dégâts sont incroyable et il n'y a eu aucun blessé ici ce matin à 7h30 quand la bombe a frappé pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart du personnel et des patients qui étaient dans ce bâtiment ont été évacués hier soir en raison des menaces de l'Iran par précaution. Cette précaution, eh bien, elle a sauvé la vie, nous disait un responsable de l'armée tout à l'heure, probablement de 600 à 1000 personnes. Voilà. Alors, personne blessé ici, mais évidemment, en dehors de ce bâtiment, les autres bâtiments de ce centre médical ont aussi été endommagés par la force de l'explosion, l'effet blast, et il a fallu déplacer des centaines de personnes, 250 patients très précisément, qui ont dû être transférés vers d'autres hôpitaux de la région pour continuer à être soignés et bien sûr être mis à l'abri d'éventuelles frappes supplémentaires. Pas de blessés ici, j'en termine là, Marie, mais il y a eu près de 80 blessés aujourd'hui en Israël suite aux frappes qui ont eu lieu dans la banlieue de Tel Aviv, à Holon et ici dans le sud du pays. 80 blessés donc après ces frappes iraniennes, dont 6 dans un état très grave ce soir. Beaucoup. Thomas Misraki, évidemment, je connais votre prénom. Thomas Misraki et Thibaut Bruck, nos reporters qui nous permettent ce soir d'avoir ces images saisissantes qui nous permettent de comprendre pourquoi, évidemment, le gouvernement israélien se saisit de cette frappe pour justifier une fois de plus une riposte sans merci. Écoutons le président israélien qui s'est rendu lui aussi sur le site de l'hôpital bombardé et qui annonce une cible assumée pleinement, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. La réalité, c'est ce qui se passe dans cet hôpital. Des juifs et des musulmans qui travaillent ensemble, en paix, et font le bien ensemble. Ils changent le monde ensemble. Et c'est ça le futur de notre région. Et pour cela, parfois, nous avons besoin de partir en guerre, pour aller couper la tête du serpent, la tête de l'empire du mal, la tête qui décide de frapper, la tête qui décide d'un programme nucléaire pour anéantir Israël. Tout le monde aura compris la métaphore, hein. Le serpent, c'est le guide suprême. Jade Partouche, vous nous avez rejoint. Bonsoir Jade. Éliminer Khamenei est devenu l'un des principaux objectifs de guerre d'Israël. Oui, il y a clairement un changement de ton. On l'a entendu là avec Isaac Herzog, le président israélien. Khamenei est aujourd'hui une cible de guerre. Les Israéliens ne s'en cachent plus. Il n'y a qu'à écouter ce que disait Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, pas plus tard que ce matin, pour comprendre effectivement que désormais les Israéliens veulent sa tête. Un dictateur comme Khamenei ne peut être autorisé à continuer d'exister. L'armée israélienne a reçu les instructions et sait que pour atteindre ses objectifs, cet homme doit absolument disparaître. J'ajoute à cela la déclaration de Benyamin Netanyahou sur X ce matin. Nous exigerons le prix fort des tyrans. C'est ce qu'il a dit en déclaration sur X. Pourtant, rappelez-vous, il y a encore quelques jours, Benyamin Netanyahou demandait aux Iraniens de se soulever eux-mêmes pour renverser le régime. Sur ce plateau,
On parlait même de ce refus catégorique des Américains d'anéantir Khamenei. Selon l'administration Trump, le président américain aurait dissuadé, rappelez-vous, Benjamin Netanyahou, d'éliminer Khamenei. Nous leur avons dit de ne pas le faire. Ça, c'était dimanche, donc il y a 4 jours. Eh bien, aujourd'hui, même le discours du côté des États-Unis a changé. Hier, cette petite phrase lancée par Donald Trump devant la Maison-Blanche laisse entendre que les jours d'Ali Khamenei sont comptés. Monsieur le Président, que répondez-vous au guide suprême de l'Iran qui dit qu'il ne se rendra pas? Je lui souhaite bonne chance. D'autant que, selon Washington, les États-Unis savent précisément où se trouve le guide suprême. C'est une cible facile, a dit Donald Trump mardi. Le neveu de Khamenei, qui était justement l'invité du grand dossier hier, allait exactement dans le même sens. Écoutez. Dans toutes les situations, il est possible de l'éliminer, même de l'intérieur. On sait très bien que Mossad et les forces d'Israël ont des personnes très proches de Khamenei et des pasteurs. Donc ils peuvent l'éliminer. Un cible facile, encore faut-il le trouver. Oui, alors hier justement, le neveu d'Ali Khamenei disait que son oncle se trouverait potentiellement à Mashhad. Alors on est à l'extrême est du pays. Selon certains, il se cacherait effectivement ici avec son fils, Mojtaba Khamenei, qui est pressenti pour prendre la succession. Il se trouve que dimanche, Israël a frappé précisément à cet endroit. On est quand même à 2300 km d'Israël. C'est la frappe la plus éloignée de l'État hébreu depuis le début de l'opération. Selon une source diplomatique au Moyen-Orient, cette frappe israélienne était justement un avertissement lancé au guide suprême pour lui dire « Nous savons précisément où vous êtes et vous n'êtes à l'abri nulle part ». Autre hypothèse, il n'est pas très loin de Téhéran, terré dans un bunker près du mont Damavand. On est au nord-est cette fois de la capitale iranienne. Une unité d'élite des gardiens de la Révolution assurerait sa sécurité selon le New York Times. Merci beaucoup Jade pour toutes ces informations. Colonel, je rebondis sur ce qu'on vient de dire avec Jade. On nous parle de cible facile, mais est-ce un objectif de guerre réaliste ? Je ne sais pas si c'est facile en fait, probablement pas. Il doit être aussi enterré que les centrifugeuse de Bordeaux, a priori. Non, je ne pense pas que ce soit une cible facile. Est-ce que c'est une cible, utile ? Ça, c'est aussi une autre question. C'est pas si évident que ça. Voilà, donc on comprend. Il faut bien comprendre que les Israéliens, oui, ont décapité, ont tué un certain nombre de dirigeants. Ils ont tué tous les chefs du Hamas depuis l'origine, pratiquement. Ils ont tué tout un tas de chefs d'organisation armée. Là, ce serait la première fois qu'on s'attaquerait à un chef d'État. Et je suis pas sûr que ce soit si productif que ça en réalité. Alors on sent bien, il y a toujours cet aspect talion, vengeance, escalade, mais voilà, dès qu'on sort, quand on frappe, quand on sort des frappes militaires sur les objectifs militaires, quand on commence à attaquer, faire des frappes politiques, on rentre dans un champ qui est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus aléatoire. Vous m'offrez une parfaite transition pour interroger l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet. Je rebondis sur ce que vient de dire le colonel Goya. Est-ce souhaitable d'éliminer rapidement, à moyen terme, le guide suprême iranien ? On ne sait pas si on élimine un régime que peu de gens vont pleurer, en tout cas en Iran et en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de basculer dans le chaos, l'inconnu, parce qu'il n'y a pas encore d'opposition assez stable pour prendre la relève ? C'est tout à fait ça, avec un élément nouveau, c'est le fait que 2 grands pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui existent, la Chine et la Russie, viennent de prendre position et appellent à la négociation. Alors pourquoi le font-ils ? Peut-être parce qu'ils pensent que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'ils ont envie de protéger l'Iran. Peut-être surtout parce qu'ils sentent que Israël s'est lancé dans une opération pour laquelle l'opinion est assez favorable dans une partie essentielle du monde, c'est-à-dire la destruction de l'arme nucléaire. Ni dans le monde arabe, ni dans le monde européen, ni dans le monde américain, latino-américain, on a entendu une quelconque réprobation de l'idée de détruire l'arme nucléaire. Après, le changement politique pose d'autres problèmes et on a le sentiment... J'ai le sentiment personnellement, je n'ai pas de compétences exceptionnelles, mais j'ai le sentiment à travers les déclarations
de Xi Jinping et de Poutine, lequel Poutine est parfaitement odieux, vous avez raison de le rappeler, parce que la frappe la plus meurtrière depuis l'offensive, c'est une frappe russe sur Kiev, depuis l'offensive du 24 février 22. Mais on a quand même le sentiment que ces deux nations veulent entrer dans le débat, et les positions de Trump les y incitent. Pourquoi ? Parce qu'il dit tout et n'importe quoi. Et il dit oui, c'est une cible, mais pas maintenant. Mais pas maintenant, c'est quoi ? C'est dans 10 minutes parce que j'ai un café avant, ou c'est dans 3 mois ? On n'en sait rien. Oui. Et il y a dans cette action israélienne quelque chose de clair, c'est le nucléaire, et le refus du nucléaire, et qui est partagé. Après, tout est ouvert, et je pense qu'il serait raisonnable de réfléchir collectivement entre grandes nations sur ce sujet. Le problème, c'est que Poutine s'est discrédité parmi les grandes nations. Est-ce que la Chine peut être un modérateur ? Tout reste ouvert, et en tous les cas, c'est Trump qui a la clé de la négociation internationale. Qu'en pense Margot et Samantha ensuite ? Les Israéliens et les Américains ont en tête une chose, c'est simplement de gagner du temps. C'est-à-dire que d'éliminer certains membres des gardiens de la Révolution, potentiellement Ali Khamenei, de porter un coup à l'appareil politique iranien, permettrait notamment aux Israéliens de pouvoir détruire petit à petit, et de créer un réseau d'informateurs qu'ils ont déjà créé depuis très longtemps, parce que contrairement à ce qu'il se passe à Gaza, et ce qu'il s'est passé à Gaza et sur le 7 octobre où c'était un dossier qu'ils avaient mis de côté parce qu'ils avaient un accord tacite avec le Hamas, ce n'est pas le cas sur l'Iran. Sur l'Iran, ça fait des années que les Israéliens se préparent à créer un réseau d'informateurs, à essayer d'avoir le plus d'informations sur l'enrichissement d'uranium. Et ce réseau d'informateurs, il est extrêmement puissant. On l'a vu notamment avec les images du Mossad sur le territoire iranien, mais également parce que, selon les médias israéliens, il y aurait une possibilité d'avoir infiltré le commandement des gardiens de la Révolution, donc ceux qui protègent notamment Ali Khamenei, au plus haut sommet de l'État. Ça a été le cas notamment avec l'exemple de l'agent secret Eli Cohen en Syrie, qui est monté jusqu'au plus haut de l'appareil politique syrien. Ça a été déjà fait dans l'histoire du Mossad. Et donc, il compte notamment là-dessus pour avoir le plus d'informations et déstabiliser l'appareil politique de l'intérieur. Je rejoins Gérard Longuet. Le problème là-dedans, c'est que quand on n'a pas une opposition politique préparée, et on l'a vu notamment avec ce qu'il s'est passé sur le Chili, avec Allende par exemple, où ils ont voulu mettre Pinochet en place, on a vu ce que ça a donné. Donc toute alternative n'est pas forcément bonne sur le long terme, mais c'est pour ça que je reviens sur la théorie de seulement gagner du temps, c'est-à-dire d'avoir une fenêtre d'opportunité à court terme, de pouvoir neutraliser et de se renforcer de l'autre côté, plutôt que d'avoir un changement de régime sur le long terme en Iran. Ça, pour l'instant, l'opposition politique n'existe pas réellement. Il y a le fils du Shah, Pahlavi, qui a une notoriété très grande sur la scène internationale. C'est pas forcément le cas en Iran. Ouais. Samantha. Oui, alors pour reprendre un petit peu l'idée des Chinois et des Russes comme médiateurs potentiels, Poutine aurait pu être un médiateur très intéressant à cause de ses bonnes relations et avec le régime iranien et avec Netanyahou. Poutine s'est discrédité aux yeux des Occidentaux depuis 2022. Il est aussi en train de se discréditer vis-à-vis des Iraniens pour plusieurs raisons. Les Iraniens et les Russes ont signé un traité de coopération dans le domaine de la défense en début de cette année. Le Parlement iranien l'a ratifié d'urgence ce week-end, mais Poutine a bien insisté hier que ce partenariat ne comprend pas une clause de défense mutuelle. Donc c'est plus une coopération technologique qu'une clause de défense mutuelle. Et il a dit, de toute façon, les Iraniens ne nous ont pas demandé de les aider, ce qui n'est pas forcément vrai, car les Iraniens ont besoin de défense aérienne que les Russes pourraient fournir. Et l'ambassadeur iranien à Moscou a tweeté hier en russe en disant « En temps de crise, nous savons qui sont nos vrais amis ». Donc Poutine, en tant que médiateur, aujourd'hui, ça semble être très compromis. Les Chinois, bien sûr, doivent regarder ça avec horreur parce qu'ils dépendent énormément
du gaz liquéfié naturel qui passe par le détroit d'Ormuz. 82% des exportations de gaz liquéfié naturel qui passent par Ormuz vont vers l'Asie et principalement vers la Chine et un petit peu vers le Japon. Donc pour les Chinois qui sont déjà en train de subir la pression des droits de douane de Donald Trump, une éventuelle action des Iraniens sur le détroit d'Ormuz serait absolument catastrophique pour leur économie. Donc on peut comprendre que ces deux grands essayent de faire pression sur l'Iran de ce côté-là. Oui. Les Européens, eux, sont peut-être les seuls potentiels à faire pression sur Trump. Et une dernière petite chose sur les Britanniques. Les B2, qui sont peut-être ou pas à Diego Garcia, donc cette île qui appartient à l'île Maurice, mais qui est sous contrôle encore administratif britannique et que le Royaume-Uni défend, les Britanniques devraient donner leur autorisation pour que cette base soit utilisée pour le décollage des B2. Et aujourd'hui, le procureur général du Royaume-Uni est en train d'étudier la légalité de cette potentielle autorisation. Donc là, on va voir si... vous avancez très vite, encore plus vite que moi, parce que justement, c'était le sujet des opérations justement sur le site nucléaire de Fordo. Je vous le disais, Israël organise désormais une riposte sans merci. C'est ce qu'on va voir devant le grand écran avec vous, colonel. On va regarder d'abord très rapidement... Excusez-moi, les principales frappes depuis vendredi, elles sont représentées par tous ces points rouges. On voit bien que ce sont des attaques massives à l'ouest, mais aussi jusqu'à l'est de l'Iran, à Mashhad. C'est ce que nous disait Jade tout à l'heure. Ils frappent dans tous les domaines. Politique, militaire, nucléaire. Alors voyons d'abord ensemble les cibles militaires qui sont représentées ici en bleu. C'est là où il y a le plus de défense aérienne et le plus d'entrepôts, Tabriz, Téhéran et Kermanshah. Et quand on zoome donc à l'intérieur évidemment de ce qui se cache en surface, on voit des caches de production de missiles, des entrepôts. C'est ce que vous allez voir quand on va vraiment zoomer en dessous de ces bâtiments. Colonel, le but, c'est d'affaiblir la force de frappe de l'Iran en s'attaquant à ces stocks. Oui, bien sûr. On parlait du système de défense antiaérien. En réalité, la première ligne de défense israélienne, elle est en Iran. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous arrivez à détruire les missiles avant même qu'ils soient lancés, c'est encore mieux. Donc, en ce moment même, il y a une traque des lanceurs qui sont souvent mobiles. Donc, c'est difficile, il faut les trouver, les frapper très vite. Et des stocks de missiles comme ce qu'on voit ici. Donc, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle un axe opérationnel de cette campagne de frappe. Vous avez plusieurs objectifs importants, moins importants. Importants, c'est les sites nucléaires, par exemple. Mais ils ne vont pas bouger, les sites nucléaires. Et puis, ce n'est pas une menace immédiate. Ça, c'est une menace immédiate. Donc, en même temps et même avant même, d'ailleurs, de frapper les sites nucléaires, on va commencer par frapper la défense aérienne. Comme ça, après, on est tranquille et on peut faire ce qu'on veut. Et puis ensuite, deuxième priorité, ce sont ces missiles avant qu'ils tombent sur Israël. Donc, ils les détruisent. Ils les traquent, ils les détruisent autant que possible. Ils en détruisent plusieurs centaines, y compris plusieurs centaines de lanceurs et de missiles. Et pour revenir d'ailleurs sur la carte précédente... on peut la remontrer, les cibles bleues. Non, même avant. La toute première. La toute première. On va la revoir de toutes les frappes en fait qui sont menées par Israël depuis vendredi. Ce qu'on voit, c'est que vous voyez bien que ces frappes, elles sont quasiment toutes dans l'ouest du pays. Oui. Mais ça a pour effet aussi d'obliger les Iraniens à déplacer une partie de leur arsenal à l'est, pour éviter qu'ils soient frappés simplement. Mais ça veut dire très concrètement que tous les missiles qui avaient un peu de difficulté à arriver, qui étaient en limite de portée sur Israël, ne peuvent plus tirer sur Israël. C'est-à-dire que non seulement on les tape, mais en plus on les éloigne et on éloigne la menace d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle, entre autres, vous avez en réalité de moins en moins de missiles iraniens qui sont lancés sur Israël, et il y en aura probablement de moins en moins avec le temps. Alors avançons avec la carte qui nous montre les cibles politiques qui sont représentées. Le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, des Affaires étrangères, vous voyez tout au nord, ou encore la télévision d'État. Mais la cible principale reste évidemment les sites nucléaires. Alors on a mis en jaune les principaux sites visés par Israël. Téhéran, Fordo, on va évidemment y revenir parce que c'est le site ultra stratégique dont on parle. Natanz qui a été frappé, Ispahan ou encore Arak. Et
on va s'arrêter justement sur le site d'Arak que Tsahal a frappé la nuit dernière. Alors le réacteur à eau lourde d'Arak, qui est situé à 250 km de Téhéran, a été frappé, visé. La frappe a été menée pour empêcher l'utilisation du réacteur pour développer des armes nucléaires. Les avions de combat ont pris pour cible l'installation d'Arak et le joint du cœur du réacteur afin d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour produire du plutonium, parce que c'est le plutonium qui inquiète évidemment beaucoup les Israéliens, colonel. Effectivement, ça c'est pour le plutonium, les centrifugeuses c'est pour l'uranium 235. Et alors c'est, à ma connaissance, c'est le 3e fois que les Israéliens frappent sur un réacteur. Il y a eu en Irak en 1981, si je me souviens bien. Il y a eu Der Herzog en Syrie en 2007. Il y avait un autre projet mystérieux aussi dans cette région où au passage se trouvaient des Nord-Coréens. On n'en parle jamais, mais les Nord-Coréens sont quand même un allié de l'Iran et ce sont eux qui sans doute l'aident dans son programme nucléaire. Et donc vous avez ce 3e site. Alors d'un point de vue strictement militaire, c'est pas très compliqué, c'est à ciel ouvert. C'est relativement, on le voit, c'est relativement facile à frapper. Alors il n'était pas en activité, évidemment, pour éviter toute menace de rejet, mais c'est quand même une cible assez délicate. Mais encore une fois, vous avez 2 sites d'enrichissement d'uranium, donc Fordo, Natanz, et 3 autres sites qui sont plutôt, on va dire, des sites de recherche et des sites d'appoint dans le programme nucléaire. Et tous doivent être frappés, évidemment, le plus possible pour pouvoir casser ce programme de manière véritablement décisive. Merci beaucoup, colonel. On poursuit ce débat avec Gérard Longuet, l'ancien ministre de la Défense, dans un instant, parce qu'évidemment, le temps nous est compté. Et on va parler de cette opération terrestre envisagée, préparée par Israël sur le site ultra secret de Fordo. Vous nous en parlez déjà il y a quelques jours, colonel Goya. Un commando terrestre pourrait infiltrer évidemment les tunnels du site nucléaire pour le détruire. C'est ce qu'on va voir dans un instant dans le grand dossier. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit sur LCI, Canal 15, devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Hôpital bombardé, jusqu'où ira la vengeance d'Israël à l'heure où le gouvernement israélien, précisément l'armée, met au point, grâce à un commando d'élite, une opération au sol en Iran pour détruire le site nucléaire de Fordo. Les Américains aussi préparent une intervention. Trump aurait donné son aval hier soir au plan d'attaque contre l'Iran. De quoi parle-t-on? C'est ce que nous verrons également. Partons d'abord aux États-Unis, retrouver nos envoyés spéciaux. Nos reporters sont partout là où le conflit se joue. Hélène Bonnet et Éric Josset sont ce soir en direct de Washington. Bonsoir Hélène. Le président américain doit bientôt trancher. Pourquoi hésite-t-il encore ? Eh bien, vous parliez à l'instant du fait qu'il avait validé les plans d'attaque sur l'Iran. C'était donc mardi soir, si l'on en croit le Wall Street Journal. Et ce matin, Donald Trump a posté un message en disant que seul lui savait exactement ce qui se passait dans sa tête et qui, c'est seul lui allait décider. Alors pourquoi hésite-t-il ? Eh bien, d'après des sources, des responsables américains qui ont fuité dans la presse, il semblerait qu'il y ait un débat assez intense au sein du Pentagone et entre les conseillers de Donald Trump pour jauger de l'efficacité des bombes anti-bunker américaines. En réalité, Donald Trump voudrait s'assurer qu'elles sont totalement efficaces et qu'elles suffiront à éradiquer totalement le programme nucléaire iranien. Et visiblement, certains en doutent, certains estiment qu'il faudrait plusieurs bombes conventionnelles et aller jusqu'à une frappe nucléaire tactique, ce qui n'est pas du tout envisagé pour l'instant par le président américain. Donc il y a ce débat, il y a aussi les réticences de Donald Trump quant au fait d'enclencher un conflit qui pourrait s'enliser, durer dans le temps, et ça Donald Trump n'en veut pas. Donc on sent bien qu'il y a de l'hésitation. Donald Trump n'a pas encore tranché, sans doute parce qu'il laisse encore la porte ouverte aux Iraniens pour négocier.
Merci beaucoup pour ces toutes dernières informations. Hélène Bonnet avec Éric Josset en direct ce soir de Washington DC. Devant l'hésitation encore du président américain, eh bien Israël a bien compris qu'il fallait prendre les choses en main et envisage une intervention terrestre en Iran. Regardez ce que dit la presse. Les Israéliens ont déclaré à l'administration Trump que s'ils ne peuvent pas toucher suffisamment profondément la montagne avec des bombes, ils peuvent le faire avec des humains. Le but, anéantir la menace nucléaire. Écoutons Benjamin Netanyahou. Nous avons éliminé cette menace. Tout ce qui concerne la menace nucléaire, nous agissons. À la fin de cette opération, il n'y aura plus du tout de menace nucléaire. Alors, on l'a dit, colonel, pour pouvoir frapper Fordo avec l'aide des Américains, il faudrait plusieurs mégabombes pour détruire ce site qui est enfoui très en profondeur dans les montagnes iraniennes. Alors regardons plus précisément où les Israéliens peuvent agir. On voit le point de contrôle, le périmètre de sécurité avec les miradors. On rappelle évidemment que ce site ultra stratégique est étroitement surveillé. Vu d'en haut, vous avez le bâtiment extérieur, les fameuses centrifugeuses souterraines qui sont extrêmement enfouies et l'entrée des tunnels. Eh bien, c'est peut-être par là, justement, qu'un commando d'élite au sol pourrait entrer pour s'infiltrer. C'est ce qu'on va voir dans la carte suivante, parce qu'on est à 80 mètres de profondeur pour les plus profonds tunnels. Et c'est par l'entrée des tunnels, là on voit le schéma, que peut-être le commando pourrait intervenir. Oui, on en parlait il y a 2 jours, Marie. Oui, colonel, vous êtes toujours en avance sur l'actualité. Sauf que maintenant, la presse dit que l'option, elle est vraiment envisagée. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que oui, ce qui ne peut pas être frappé par le ciel peut peut-être l'être par le sol. Les Israéliens ont une grande tradition des opérations commando audacieuses. Ils sont allés libérer des otages en plein cœur de l'Ouganda par un raid aérien très audacieux. En 1970, pendant la guerre d'usure contre l'Égypte, ils sont allés dans les lignes égyptiennes voler un immense radar soviétique. Ils ont attaqué une base, ils ont tout cassé, ils ont pris le radar, ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont emmené dans des hélicoptères et ils l'ont ramené en Israël. Donc ils sont capables de faire ça. Alors c'est une opération très délicate. Concrètement, ça signifie, pour attaquer un truc comme ça, c'est d'amener des forces pas loin. La difficulté, c'est qu'il faut créer une base à proximité. Donc une base d'hélicoptères, s'il y a moyen de poser des avions dits tactiques, des Hercules, des choses comme ça, c'est encore mieux. Et puis ensuite, une fois que vous avez cette base, vous attaquez Fordo, concrètement avec des avions, hélicoptères d'attaque, vous matraquez tout ce qui est possible, vous neutralisez tout ce qui est possible dans les défenses, vous arrivez avec vos hélicoptères d'assaut, vous débarquez votre commando, le commando Matkal ou la Sarriette 13, des unités de forces spéciales. Si vous avez de quoi poser un C-130, un Hercule, c'est encore mieux parce que là, vous pouvez amener du matériel plus lourd. Et une fois que vous avez pénétré dans le dispositif, la vraie difficulté, ce sont les tunnels. En gros, c'est la barrière des tunnels. Est-ce qu'on peut les franchir? Est-ce qu'on peut la faire exploser? Ou est-ce qu'on est sur des choses qui font 2 mètres d'acier? Ça, c'est la vraie difficulté en réalité. Mais à partir du moment où vous arrivez à pénétrer dans les tunnels, c'est fini, c'est-à-dire que là, vous arrivez, vous pénétrez à l'intérieur, vous cassez tout, vous détruisez toutes les centrifugeuses, faites tout exploser, vous revenez, vous remontez dans les hélicoptères, vous revenez dans votre base intermédiaire, vous faites le plein et vous rentrez en Israël. Ça, c'est le scénario type. On est dans la série Foda, là. Peut-être. C'est pas une série. Le colonel Goya a rappelé l'opération Entebbe pour libérer les otages en Ouganda en 1976. Ou 17 16. Et donc, ils ont volé avec un Hercule, si je ne me trompe pas, mais ils ont volé en dessous du radar, donc vraiment à une très très basse altitude pendant des milliers de kilomètres pour arriver et totalement non détecté en Ouganda. Donc c'est vraiment une spécialité des Israéliens. Avec la voiture du président Amin Dada, oui, habillé, qui était dans l'Hercule. Mais aussi par rapport aux Américains et à une éventuelle aide des Américains, les Américains étudient depuis 2006 les façons dont Fordo pourrait être neutralisé, et ils ont envisagé des cyberattaques qui pourraient faire une partie de la neutralisation, parce que les Américains, déjà en 2006, voulaient éviter l'utilisation d'une bombe et de matériel militaire américain pour éliminer cette base. Donc si vous voulez, c'est une question
qui n'est pas nouvelle et qui a été étudiée depuis des dizaines d'années. Donc si les Israéliens ont un plan, on peut s'imaginer qu'il a été étudié et perfectionné depuis extrêmement longtemps. Gérard Longuet. Les Israéliens ont fait la preuve de leur capacité, de leur imagination. Maintenant, quand vous mettez des hommes à terre, ce qui serait le cas, vous ne savez pas exactement jusqu'où vous serez obligé d'aller. Parce qu'on peut avoir des surprises, en général plutôt mauvaises, et avec la nécessité de soutenir des troupes, de les récupérer, et un système cumulatif. Alors j'imagine qu'il y a un débat actuellement entre, en effet, une intervention aérienne américaine qui ne réglera vraisemblablement pas la neutralisation du site d'enrichissement, et une intervention humaine qui, si elle aboutit, donne la certitude de repousser sine die ad vitam aeternam la perspective de l'enrichissement. Mais vous avez montré la carte, c'est une affaire qui est prévue par les Iraniens. On peut imaginer que ce sera plus compliqué que libérer les otages sur un aéroport ougandais. La dernière fois que c'était tenté en Iran, c'était en 79, c'était les Américains, c'était un fiasco complet. C'est d'ailleurs étudié comme l'opération type réunissant tout ce qu'il ne fallait pas faire. Le modèle à éviter. Exactement. Margot, si les Israéliens envisagent cette intervention terrestre, c'est parce qu'ils se disent il faut qu'on ait un plan si les Américains, finalement, ne nous donnent pas ces méga-bombes pour frapper Fordo. C'est aussi d'avoir une opération contenue, c'est-à-dire qu'on cible et on s'arrête autour de Fordo, qui est, avec Natanz, l'un des plus gros sites d'enrichissement d'uranium. Donc c'est vraiment de se concentrer sur une cible spécifique et de se limiter à cela. Et justement, on parle d'envoyer des hommes, mais dans un endroit particulier, spécifique, limité. Ce n'est pas de déployer non plus l'armée israélienne sur le territoire iranien, qu'on soit bien clair avec nos téléspectateurs là-dessus. Mais forcément, mais je reprends une phrase de Bruno Tertrais qui, pour moi, résume un peu la situation. La logique d'engrenage n'est pas forcément automatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans la logique d'engrenage. Elle ne se fera pas forcément. Et si on reste dans une opération limitée qui permet d'éviter, alors même si beaucoup d'experts sur le nucléaire s'accordent à dire qu'il y a très peu de risques de radioactivité parce que l'uranium iranien, ce serait l'uranium 235-238 et les particules retomberaient très rapidement, c'est aussi d'avoir ça en tête et d'éviter ce type d'opération possible. Gérard Longuet, je voyais réagir. Neutraliser l'enrichissement, c'est un objectif que chacun comprend et que l'immense majorité des nations du monde acceptent parce que c'est un élément de sécurité et c'est une leçon donnée à tous ceux qui aimeraient la prolifération d'armes nucléaires dans le monde. Donc il y a un soutien total pour réussir. Est-ce que cette réussite, est-ce que la mort de Khamenei joue un rôle ou non dans cette perspective? Parce que si on détruit le site avec un régime qui reste le même, on peut penser que les mêmes causes produiront les mêmes effets un peu plus tard. Donc il faut sans doute faire les deux. C'est-à-dire, par sécurité, neutraliser le site, et pour le moyen et long terme, faire en sorte... La crainte du Seigneur est, paraît-il, le commencement de la sagesse. Le prochain guide sera peut-être plus réfléchi que l'actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce grand dossier.